Si tu aimes les tests de français, alors tu vas adorer cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai compilé pour toi les meilleurs tests de français de ma chaîne qui vont te permettre de comprendre quel niveau de français est-ce que tu as. Pour compléter cette vidéo, j'ai même créé un PDF que tu peux télécharger gratuitement. Tu y trouveras des cartes mémo, des points de grammaire et de vocabulaire qu'on va voir aujourd'hui et même quelques jeux comme des mots croisés en français. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien en description, entrer ton adresse mail et tu recevras le PDF dans ta boîte mail. Tu recevras ensuite tous les PDF de mes vidéos gratuitement et tu peux te désabonner à tout moment. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va passer un grand test de français de niveau B1, B2, c'est-à-dire intermédiaire, intermédiaire avancé. Si vous ne connaissez pas exactement votre niveau en français, ça va vous aider à l'identifier. Si vous répondez assez facilement à toutes les questions de cette vidéo, alors vous avez très certainement un niveau B2. Mais attention, ce ne sont évidemment pas des tests officiels. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. On va commencer par les erreurs les plus courantes en français. Dans les phrases qui vont apparaître à l'écran, est-ce que vous êtes capable d'identifier les erreurs et de les corriger? Regardez bien ces deux phrases. Laquelle est correcte selon vous? Merci pour avoir surveillé les enfants ou bien merci d'avoir surveillé les enfants. Si vous avez répondu la deuxième, bravo, c'est bien ça. Quand on veut utiliser le mot merci suivi d'un verbe, on doit utiliser la préposition de au milieu. On va voir d'autres exemples. Merci de ne pas faire de bruit. Merci d'être venu. Merci de m'avoir rappelé. Dans un contexte un peu plus officiel, même par exemple dans un magasin, en anglais on traduirait ça par please. Par exemple, merci de ne pas toucher. Please do not touch. Par contre, si on utilise merci suivi d'un nom, alors dans ce cas-là, on peut utiliser les deux, soit pour, soit de. Par exemple, merci pour votre attention ou bien merci de votre attention. Merci de, c'est légèrement plus soutenu comme niveau de langage, mais on peut très bien dire les deux. Est-ce que d'après vous, cette phrase est correcte? Je voulais faire un gâteau, mais il n'y a plus de la farine. Si vous avez répondu non, vous avez raison. Dans une phrase négative ou bien après un adverbe de quantité, comme beaucoup, plus, moins, etc., on utilise toujours la préposition de et c'est tout. Par exemple, elle ne veut pas de cadeaux pour son anniversaire. J'ai trop de travail aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour se garer. J'ai décidé de manger moins de sucre. C'est une petite erreur que j'entends assez souvent et que vous pouvez facilement corriger. En plus, ça va beaucoup vous aider puisque vous n'aurez même pas à vous soucier du genre ou du nombre du mot, puisqu'il n'y a pas d'article. Est-ce que d'après vous, cette phrase est correcte? J'ai dit toujours ce que je pensais. Si vous avez répondu non, encore une fois, vous avez raison. La phrase correcte, ce serait « J'ai toujours dit ce que je pensais ». Ici, l'erreur, c'était la place de toujours, la place de l'adverbe. Et particulièrement au passé composé, c'est une erreur que j'entends beaucoup.
Au passé composé, on peut s'embrouiller un petit peu quand on veut faire une phrase négative ou bien une phrase avec un adverbe. Beaucoup de mes élèves s'embrouillent un peu dans l'ordre des mots parce qu'il est un peu différent de leur langue maternelle. Donc retenez bien qu'on place l'adverbe entre les deux parties du verbe, c'est-à-dire entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc l'ordre correct, ce sera « j'ai toujours dit ». Pour essayer de ne plus faire la faute, vous pouvez vous entraîner à répéter quelques phrases et à essayer de les retenir comme une petite musique pour vous aider à les répéter plus naturellement quand vous parlerez en français. Au passé composé, on dira donc « j'ai toujours dit ça »,« j'ai souvent dit ça »,« j'ai trop dit ça »,« j'ai encore dit ça », etc. Et pour les phrases négatives, on va avoir « je n'ai pas dit ça »,« je n'ai jamais dit ça » ou « je n'ai pas beaucoup dit ça », etc., etc. Vous avez compris? On va faire un petit test. D'après vous, laquelle de ces trois phrases est la bonne? Elle m'a toujours beaucoup parlé de ses projets. Elle m'a toujours parlé beaucoup de ses projets. Elle m'a parlé toujours beaucoup de ses projets. La phrase correcte, c'était la première phrase. Elle m'a toujours beaucoup parlé de ses projets. Même s'il y a deux adverbes, on va les garder à la même place, c'est-à-dire entre les deux parties du verbe composé. Répondez oui à cette question en utilisant le verbe aimer. Est-ce que tu aimes faire du vélo? Vous avez sûrement répondu une de ces deux réponses. Oui, j'aime, ou bien oui, j'aime bien, ou oui, je l'aime. Ces deux phrases sont grammaticalement correctes, toutes les deux, mais on ne va pas les utiliser exactement dans le même contexte. Ici, on parle d'une action. On parle de faire du vélo. Donc, il y a un verbe dans cette phrase. Et donc, à cette question « Est-ce que tu aimes faire du vélo ?» la bonne réponse, c'est « Oui, j'aime bien » ou bien « Oui, j'aime ça ». Parce que c'est une action. C'est la réponse qu'on utilisera aussi pour parler d'un concept plus général. Par exemple, « Est-ce que tu aimes la musique ?» Oui, j'aime bien. Ou oui, j'aime ça. Mais dans le cas où on parle de quelque chose de très précis, on va utiliser oui, je l'aime. Par exemple, est-ce que tu aimes cette chanson? Oui, je l'aime bien. Et c'est pareil pour les personnes. Est-ce que tu aimes bien ton nouveau collègue? Oui, je l'aime bien. Est-ce que cette phrase vous semble naturelle? À cause du virus, j'ai besoin de rentrer chez moi avant 19h. Si cette phrase ne vous semble pas naturelle, c'est qu'il y a une bonne raison. La phrase est grammaticalement correcte, mais en français, naturellement, on ne dirait pas ça. On va plus naturellement dire « à cause du virus, je dois rentrer chez moi avant 19h ». Pourquoi? Pour ça, on va expliquer la définition du mot « besoin ». Un besoin, c'est quelque chose qui est considéré comme nécessaire à l'existence, c'est-à-dire à notre propre existence en tant que personne. Donc la formule « avoir besoin », ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose pour exister, pour que nous-mêmes puissions avoir une existence. Un peu philosophique, mais c'est ça. Donc quand on dit « j'ai besoin » suivi d'une action, donc c'est-à-dire d'un verbe, ça veut dire que si on ne fait pas cette chose, notre existence est remise en question. C'est-à-dire que si je ne fais pas cette chose, je vais me sentir mal ou bien il va se passer quelque chose de mal pour moi. Et que au contraire, si je fais cette chose, je vais me sentir mieux. Par exemple,
J'ai besoin de te parler. Le sens de cette phrase, c'est que j'ai besoin de te parler pour me sentir mieux, moi, personnellement. Alors que si je dis je dois te parler, ici l'idée est légèrement différente. C'est-à-dire que si je dis je dois te parler, c'est parce qu'il y a des circonstances extérieures qui font que je suis obligée de te parler. Je suis d'accord que la différence entre les deux, elle est assez subtile et que parfois on peut utiliser les deux selon le contexte. Mais il y a des fois où c'est pas possible. Alors, est-ce que vous avez bien compris? On va faire un petit test pour ça. Complétez cette phrase avec avoir besoin ou bien devoir. La bonne réponse ici, c'est mon train est en retard, je dois encore attendre 1 heure à la gare. Ici, on parle de circonstances extérieures, c'est le train qui est en retard et donc je suis obligée, à cause du train, d'attendre à la gare. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser aussi avoir besoin tout simplement devant un nom, comme par exemple pour faire ce gâteau, j'ai besoin de 3 œufs. Alors, combien d'erreurs est-ce que vous avez trouvé? Dites-moi en commentaire. On continue maintenant avec un test de vocabulaire de niveau B1 en 15 questions. Pour chaque question, je vais être sympa et vous donner la première lettre de la réponse. Vous avez aussi 5 secondes pour réfléchir avant de donner votre réponse. Prêt? C'est parti. Numéro 1. C'est le sentiment qu'on éprouve quand on est très content. La réponse, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est le sentiment qu'on éprouve quand on est très content. Numéro 2. Ce sont les instructions qu'on suit quand on veut cuisiner un plat ou un gâteau. C'est la recette. Quand on veut cuisiner quelque chose, on va dire « je suis la recette du plat » ou « je suis la recette du gâteau », etc. Numéro 3. C'est un objet plat et rond dans lequel on mange la nourriture. Cet objet, il s'appelle une assiette. Une assiette, c'est dans cet objet qu'on mange la nourriture. Quand quelqu'un n'a jamais envie de rien faire, n'a pas envie de travailler ou n'a pas envie d'aider, on dit qu'il est paresseux. Quelqu'un qui ne veut jamais rien faire, qui ne veut pas travailler, c'est quelqu'un qui est paresseux. Paresseux au masculin, paresseuse au féminin. Numéro 5. C'est l'endroit où on se rend pour prendre le train. La gare. L'endroit où on va pour prendre le train, où les trains arrivent et partent, ça s'appelle la gare. Numéro 6. Quand on habite dans une maison ou dans un appartement, tous les mois, on doit payer une somme d'argent au propriétaire de cet appartement ou de cette maison. Comment ça s'appelle? C'est le loyer. Tous les mois, pour louer une maison ou un appartement, on paye le loyer. Numéro 7. C'est le contraire du mot tard. Ce mot, c'est le mot tôt. Le contraire de tard, c'est tôt. Ce matin, je me suis réveillée tard ou ce matin, je me suis réveillée tôt. Numéro 8. On cherche le nom d'un métier cette fois. Ce métier, c'est celui de la personne qui prépare les baguettes, les croissants, les éclairs au chocolat, etc. Comment ça s'appelle? C'est un boulanger ou une boulangère. La personne qui prépare les baguettes, les croissants, tout ce qu'on trouve dans la boulangerie,
c'est le boulanger ou la boulangère. Numéro 9, c'est un endroit où on peut emprunter des livres pour une durée limitée. C'est une bibliothèque. La bibliothèque, c'est là où on peut emprunter des livres et les emmener chez soi, puis les rendre à la bibliothèque. Numéro 10. On cherche un verbe, le contraire du mot détruire. Qu'est-ce que c'est? C'est le verbe construire. Construire, quand on construit une maison, et détruire, quand on abîme les choses, on détruit. 11. C'est un objet qu'on cherche, c'est l'objet qu'on met sur ses yeux pour mieux voir. Cet objet, c'est un nom qui est toujours au pluriel, on appelle ça des lunettes. Les lunettes de vue pour mieux voir ou bien les lunettes de soleil pour se protéger du soleil. Numéro 12. C'est une structure qu'on construit pour traverser une rivière. Comment ça s'appelle? Cette structure, ça s'appelle un pont. Un pont, c'est ce qui permet de traverser une rivière. Numéro 13, on continue. C'est un verbe qui veut dire parler très 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 fort. Ce verbe, c'est le verbe crier. Quand on parle très fort, on crie. Numéro 14. Comment est-ce qu'on appelle une période de 7 jours, du lundi au dimanche? Cette période, c'est la semaine. Une semaine, c'est 7 jours, de lundi à dimanche. Et enfin, question numéro 15, la dernière, on cherche le nom d'un objet. C'est un objet qu'on utilise pour couper toutes sortes de matériaux. Ce nom, il est aussi souvent au pluriel, on appelle ça des ciseaux. Les ciseaux, c'est ce qu'on utilise pour couper. Et c'est ce qu'on dit aussi dans le jeu pierre, feuille, ciseaux. On continue maintenant avec un test un peu plus marrant, c'est-à-dire un peu plus amusant. Est-ce que vous pourrez trouver la signification de ces expressions typiquement françaises? Ce test ne va pas vraiment pouvoir déterminer votre niveau, mais si c'est difficile pour vous, ça veut dire que vous n'êtes pas assez exposé à du contenu authentique. Il va falloir écouter plus de musique, regarder plus de films ou lire plus de livres. Et on va commencer tout de suite avec la première. On n'est pas à Versailles ici. Est-ce que ça veut dire il faut éteindre la lumière, cet endroit n'est pas beau, ou bien c'est quelque chose de très difficile? C'est pas Versailles ici, ça veut dire il faut éteindre la lumière. C'est une expression que tous les Français connaissent parce que souvent leurs parents leur disent quand ils sont enfants. Quand on est petit et qu'on oublie d'éteindre la lumière, les parents disent « on n'est pas à Versailles ici ». Ça veut dire qu'on ne peut pas garder toutes les lumières de la maison allumées parce que l'électricité coûte cher. Expression numéro 2, faire des chichis. Est-ce que ça veut dire personnaliser un objet, refuser quelque chose en faisant des complications ou vouloir impressionner un groupe de personnes? Faire des chichis, ça veut dire refuser en faisant des complications, en donnant des raisons négatives qui sont pas toujours très valables. Par exemple, à un enfant qui refuse de manger des légumes, on va lui dire « arrête de faire des chichis et finis ton assiette ». Expression numéro 3, ne pas avoir sa langue dans sa poche. Est-ce que ça veut dire parler beaucoup, manger beaucoup ou être autoritaire? La poche, c'est un petit compartiment qu'on trouve dans les vêtements, par exemple une poche de pantalon ou une poche de veste.
Et quand on n'a pas sa langue dans sa poche, ça veut dire qu'on n'a pas rangé sa langue et qu'on l'utilise beaucoup pour parler. Et parfois même un peu trop. On va utiliser cette expression pour parler de quelqu'un qui parle parfois sans réfléchir et qui dépasse un peu les limites. Par exemple, c'est une humoriste qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est une expression assez drôle, assez mignonne que j'aime beaucoup. Et dites-moi dans les commentaires s'il existe un équivalent dans votre langue. Expression numéro 4, se mettre la rate au courbouillon. Est-ce que ça veut dire ne jamais s'inquiéter de rien, se mettre facilement en colère ou bien se faire du souci, s'inquiéter? Se mettre la rate au courbouillon, ça veut dire se faire du souci, s'inquiéter. C'est une expression assez drôle et j'ai l'impression que beaucoup de personnes l'utilisent sans être vraiment sûres du sens. La rate, c'est un organe du corps humain qui est très important pour le système immunitaire. Et le courbouillon, c'est un bouillon dans lequel on cuit des aliments. Donc l'image ici, c'est qu'on met sa propre rate dans un bouillon. Ce qui peut être quelque chose, on imagine, d'assez douloureux. Mais on va utiliser cette expression principalement dans le sens négatif, c'est-à-dire qu'on va pas le faire. Par exemple, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon pour lui, c'est son problème, pas le mien. C'est-à-dire que je ne vais pas m'inquiéter pour quelque chose qui n'est pas mon problème, c'est le sien. Expression numéro 5, avoir les dents qui rayent le parquet. Est-ce que ça veut dire avoir très faim, avoir de grandes dents ou être ambitieux? Avoir les dents qui rayent le parquet, ça veut dire être ambitieux. J'aime bien cette expression, je trouve que l'image est assez drôle. Le parquet, c'est le sol. C'est un sol qui est fait avec du bois. Et on a cette image de quelqu'un avec des grandes dents, qui a des dents tellement grandes qu'elles rayent le parquet. On va utiliser cette expression pour parler de quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir. Par exemple, il a l'air gentil, mais méfie-toi. Il a les dents qui rayent le parquet. Expression numéro 6, chercher midi à 14h. Est-ce que ça veut dire être mauvais en mathématiques, rendre un problème simple encore plus compliqué ou vouloir faire quelque chose de trop difficile? Chercher midi à 14h, ça veut dire rendre un problème simple encore plus compliqué. Sur une horloge, on pourra chercher longtemps midi à 14h, on ne le trouvera jamais. Et c'est un peu l'image de cette expression. Quand on cherche midi à 14h, c'est qu'on choisit le chemin le plus difficile pour faire quelque chose. On pourrait dire aussi pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. C'est le sens de cette expression aussi. Expression numéro 7, être au bout du rouleau. Est-ce que ça veut dire donner une mauvaise réponse à une question, voyager et vivre beaucoup d'aventures, ou bien être épuisé moralement et physiquement? Être au bout du rouleau, ça veut dire être épuisé moralement et physiquement. À l'origine, quand on parlait du rouleau, on parlait d'un bâton de bois autour duquel on enroulait des feuilles pour créer un rouleau. Et c'est d'ailleurs là aussi d'où vient le mot rôle, par exemple le rôle d'un acteur dans un film. Auparavant, au théâtre, on écrivait les rôles sur des parchemins qu'on distribuait aux comédiens. Les comédiens qui n'étaient pas les personnages principaux, mais plutôt les personnages secondaires, recevaient des petits rôles qu'on appelait rôlés. Ils étaient plus courts, avec moins de répliques. Et quand ils n'avaient plus rien à dire, c'est-à-dire qu'ils avaient dit toutes leurs répliques, on disait qu'ils étaient arrivés au bout du rôlé. Et par la suite, on a utilisé aussi cette expression pour parler de quelqu'un qui était dans une situation où il ne savait pas quoi faire, où il n'avait plus rien à dire. Au 19e siècle, on a encore transformé cette expression, on a changé rôler par rouleau. Et à ce moment-là, quand on parle de rouleau, on parle des rouleaux qu'utilisaient les banquiers pour ranger les pièces. Et donc quelqu'un qui était arrivé au bout du rouleau, c'est quelqu'un qui n'avait plus d'argent.
Maintenant, on l'utilise principalement pour dire qu'on est assez fatigué, épuisé. Par exemple, j'ai travaillé tard toute la semaine, je suis au bout du rouleau. Expression numéro 8, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Est-ce que ça veut dire ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est très cher ou c'est quelque chose de très bonne qualité? Ça ne casse pas trois pattes à un canard, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel. C'est une expression beaucoup trop violente dans sa signification, puisqu'on condamne complètement la violence sur les animaux, mais l'idée, c'est qu'un canard, ça n'a que deux pattes. Et on ne peut en casser que deux. Mais si on pouvait en casser trois, ce serait quelque chose d'incroyable. Donc, quand on utilise cette expression, ça veut dire qu'on est déçu, qu'on s'attendait à quelque chose de mieux. Par exemple, on m'avait dit que c'était un film génial, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. On va passer maintenant à un test de vocabulaire de niveau B2 cette fois-ci. Un peu plus difficile, mais je pense que vous pouvez y arriver. Dites-moi en commentaire combien de fautes est-ce que vous avez fait. C'est parti pour le test. Pour chaque question, vous aurez 7 secondes pour répondre et je vous donne aussi la première lettre de chaque mot. Prêt? C'est parti. Numéro 1. C'est une idée fausse qu'on a sur quelque chose ou sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est un préjugé. Un préjugé, c'est une idée qu'on a quand on juge quelqu'un ou quelque chose avant de le connaître. Le prochain mot, c'est un verbe. C'est un verbe qui veut dire abîmer un tissu en le pliant ou en le frottant. Et ça veut aussi dire blesser les sentiments de quelqu'un. Ce verbe, c'est le verbe froisser. On peut froisser un tissu et on peut aussi froisser les sentiments d'une personne si on l'a blessée. Numéro 3. On cherche un adjectif qui est le contraire du mot large. Ce mot, c'est le mot étroit. Étroit au masculin ou étroite au féminin. Numéro 4. C'est encore un adjectif qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui est très aimable et très accueillant. Cet adjectif, c'est le mot avenant. Avenant. Avenant au masculin ou avenante au féminin. Numéro 5. Quand on s'inquiète pour quelqu'un ou pour quelque chose, on dit qu'on se fait du souci. Quand on se fait du souci, c'est qu'on est inquiet pour quelqu'un ou pour quelque chose. Numéro 6, on cherche un nom. C'est l'effet d'une action ou d'un événement qui s'est produit dans le passé. Et dans le présent, ça a une c'est une conséquence. Les actions ont toujours des conséquences. On cherche une expression ici qui est très française. Quand quelqu'un dit quelque chose de faux, mais qu'il ne veut pas admettre que c'est faux, alors qu'il sait très bien que c'est faux. On dit que c'est de la ça s'appelle de la mauvaise foi. Quand on dit quelque chose en sachant que c'est faux et qu'on ne veut pas admettre qu'on a tort, c'est de la mauvaise foi. Numéro 8, c'est un verbe qui veut dire aller en arrière. C'est le verbe reculer. Reculer, ça signifie aller en arrière.
Numéro 9, encore une expression. Quand on dort très tard le matin, on dit qu'on fait la grasse matinée. C'est une expression qu'on utilise beaucoup. Quand on dort très tard, on fait la grasse matinée. On peut même dire une grasse mat. Numéro 10, on cherche un verbe qui est un synonyme, c'est-à-dire qui veut dire la même chose que le verbe couper, mais qui commence par un T. C'est le mot trancher. Trancher, ça veut dire la même chose que couper. Numéro 11, c'est une émotion positive qu'on ressent à l'idée de faire quelque chose qui nous rend heureux. Quand on a hâte de faire quelque chose. Ça s'appelle l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme. Numéro 12. Quand quelque chose est très ordinaire, très commun, pas du tout original, on dit que c'est banal. L'adjectif, c'est le mot banal, avec un seul L à la fin au masculin et banal avec un E à la fin au féminin. Numéro 13, c'est un verbe qui veut dire irriter ou bien embêter quelqu'un. C'est le verbe agacer. Quand quelqu'un nous embête, on peut dire aussi qu'il nous agace. Numéro 14. Comment est-ce qu'on appelle une petite rue étroite? Ça s'appelle une ruelle. Une petite rue, c'est une ruelle. Numéro 15, on cherche un adjectif. Quand un endroit est rempli de monde, qu'il y a beaucoup de personnes, on dit qu'il est bondé. L'adjectif, c'est le mot bondé. Cet endroit est bondé, il y a beaucoup de monde. Numéro 16, on cherche un verbe. Quand on a besoin de libérer un trop-plein d'énergie physique ou émotionnelle, on dit qu'on a besoin de se défouler. Se défouler, ça veut dire se dépenser en énergie. Par exemple, mon chien a trop d'énergie, il a besoin de courir pour se défouler. Numéro 17. On cherche une expression. Quand un spectacle ou bien un film a eu beaucoup de succès, on dit qu'il a fait un carton. Le carton, c'est le matériau dans lequel on reçoit des colis, par exemple. Mais l'expression faire un carton, ça veut dire que quelque chose a eu beaucoup de succès. Et on l'utilise principalement pour les films ou bien les spectacles. Numéro 18. C'est un mot d'argot, c'est-à-dire un mot familier pour dire une entreprise ou bien une société. C'est le mot boîte. Très familièrement, on va utiliser boîte pour dire entreprise. Par exemple, il travaille dans une grosse boîte, il travaille dans une grosse entreprise. Numéro 19. Quand on n'est pas très impartial, quand on est influencé par ses préférences personnelles, on dit qu'on a un avis biaisé.
biaisé au masculin avec un et biaisé et au féminin. Quand on a un avis biaisé, c'est-à-dire que notre avis est influencé par notre point de vue. Et enfin, le dernier, le numéro 20, on cherche un verbe qui veut dire provoquer une émotion. C'est le mot émouvoir. Émouvoir, c'est un verbe qui veut dire provoquer une émotion. Si vous êtes toujours avec moi, bravo, vous êtes vraiment motivé. On passe au dernier test de cette vidéo qui est une dictée. C'est un texte qui est plutôt simple de niveau A2, B1, mais ça va être très intéressant pour vous de vérifier si vous maîtrisez bien toutes les bases de grammaire et de conjugaison du français. Cette dictée, elle est d'un niveau A2, B1 environ, c'est-à-dire assez intermédiaire. Elle contient principalement des verbes au présent, mais aussi à certains temps du passé. Et le texte que je vais vous lire, c'est un extrait des Malheurs de Sophie. C'est un roman qui a été écrit par la comtesse de Ségur en 1858. Il raconte les aventures de Sophie de Réan, une petite fille d'une famille d'aristocrates qui ne fait que des bêtises. Avant de commencer, j'ai deux informations à vous donner. Dans ce texte, il y a des verbes au passé simple, avec une terminaison en A. Dans ce cas-là, il n'y a pas de piège. Au passé simple, la terminaison pour il ou elle des verbes du premier groupe, comme chanter ou danser ou parler, c'est tout simplement A. Il chanta. Elle dansa. On parla. Et deuxième information, on va parler de la ponctuation. On va parler des signes que vous devrez écrire aussi. Donc, voici le nom des signes de ponctuation que vous allez utiliser. Ces deux signes s'appellent des guillemets. Quand on fait une dictée, on dit ouvrez les guillemets pour annoncer qu'on va écrire ce premier signe et ensuite on dit fermez les guillemets pour annoncer qu'il faut écrire le signe de fin. Et dans la vie, on utilise aussi parfois l'expression entre guillemets quand on fait ce signe avec les doigts. Ensuite, ce signe s'appelle un point et celui-ci s'appelle une virgule. Maintenant que vous savez tout ce que vous devez savoir, est-ce que vous êtes prêts? Si oui, prenez une feuille et un crayon ou un stylo et c'est parti. Attention, n'écrivez pas sur votre téléphone ou sur l'ordinateur puisque très souvent vous allez avoir le correcteur automatique et ce serait tricher. Je vais d'abord vous lire le texte une première fois, vous allez l'écrire et je vais le relire une seconde fois. Cette fois-ci, essayez de relire et de corriger éventuellement les erreurs que vous voyez. Sophie se regarda un jour dans la glace, virgule. Sophie se regarda un jour dans la glace, virgule. Sophie se regarda un jour dans la glace, virgule, et trouva que ses sourcils étaient trop maigres, point. Et trouva que ses sourcils étaient trop maigres, point. Ouvrez les guillemets. Puisque, virgule, dit-elle, virgule, les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe, virgule, les sourcils, virgule, qui sont de petits cheveux, virgule, doivent faire de même, point. Je répète. Ouvrez les guillemets. Puisque, virgule, dit-elle, virgule, les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe, virgule, les sourcils, virgule, qui sont de petits cheveux, virgule, doivent faire de même, point. Je répète encore une fois. Ouvrez les guillemets, puisque,
virgule, dit-elle, virgule. Les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe, virgule. Les sourcils, virgule, qui sont de petits cheveux, virgule, doivent faire de même. Point. Je vais donc les couper pour qu'ils repoussent très épais. Point. Fermez les guillemets. Je vais donc les couper pour qu'ils repoussent très épais. Point. Fermez les guillemets. On termine presque. Et voilà Sophie qui prend des ciseaux et qui coupe ses sourcils aussi courts que possible. Et voilà Sophie qui prend des ciseaux et qui coupe ses sourcils aussi courts que possible. Point. Et voilà Sophie qui prend des ciseaux et qui coupe ses sourcils aussi courts que possible. Point. Elle se regarde dans la glace, virgule, trouve que cela lui fait une figure toute drôle, virgule, et n'ose pas rentrer au salon. Point. Elle se regarde dans la glace, virgule, trouve que cela lui fait une figure toute drôle, virgule, et n'ose pas rentrer au salon. Point. Alors, comment ça s'est passé? Je vais vous relire le texte une deuxième fois. Prenez bien le temps de vérifier les terminaisons des verbes et pensez aussi au pluriel. Attention en général aux lettres muettes en français. Sophie se regarda un jour dans la glace, virgule, et trouva que ses sourcils étaient trop maigres. Point. Ouvrez les guillemets. Puisque, virgule, dit-elle, virgule, les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe, virgule, les sourcils, virgule, qui sont de petits cheveux, virgule, doivent faire de même. Point. Je vais donc les couper pour qu'ils repoussent très épais. Point. Fermez les guillemets. Et voilà Sophie qui prend des ciseaux et qui coupe ses sourcils aussi courts que possible. Point. Elle se regarde dans la glace, virgule, trouve que cela lui fait une figure toute drôle, virgule, et n'ose pas rentrer au salon. Point. Est-ce que c'est bon? Alors maintenant, on passe à la correction. La première phrase, c'est Sophie se regarda un jour dans la glace et trouva que ses sourcils étaient trop maigres. Attention, c'est ici qu'on a les verbes au passé simple dont je vous ai parlé. Mais on n'a pas de piège. Sophie se regarda à et trouva à, tout simplement. Ensuite, on a un pluriel dans cette phrase avec des sourcils trop maigres. Attention à bien mettre le S à sourcils et aussi à l'adjectif maigre. Attention aussi à ses sourcils. C'est s'écrit avec un S parce que ce sont les siens. Ses sourcils à elle. Et l'expression se regarder dans la glace, si vous ne la connaissez pas, ça veut dire se regarder dans le miroir. C'est un mot qui est un peu moins utilisé. Le mot glace, c'était plutôt utilisé à cette époque-là, aujourd'hui moins. Et si vous voulez comprendre exactement tout le vocabulaire de cette dictée, vous le trouverez dans le PDF qui est en description. On passe à la deuxième phrase. Puisque, dit-elle, les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe, les sourcils qui sont de petits cheveux doivent faire de même. Ici, on a deux verbes assez irréguliers, les verbes devenir et devoir qui sont conjugués au présent. Les cheveux deviennent, c'est du pluriel, donc la terminaison c'est ENT. Et la conjugaison c'est deviennent au présent. Et pour le verbe devoir, alors on a
ils doivent avec ENT, encore une fois pour le pluriel. On a aussi du pluriel avec les cheveux épais. Attention, les cheveux au pluriel ça prend un X, ça prend pas un S. On dit les cheveux qu'on écrit avec un X et à l'adjectif épais on a déjà un S, donc on le laisse comme ça. Si on devait l'écrire au féminin, on écrirait épaisse. On doublerait le S et on rajouterait le E du féminin. Et faire de même, c'est une expression qui veut dire faire la même chose, faire pareil. Attention, il y a un accent circonflexe sur le E de même. Ensuite, on continue. Je vais donc les couper pour qu'ils repoussent très épais. Attention, on va écrire ici couper à l'infinitif, c'est-à-dire avec ER à la fin. Quand on a deux verbes qui se suivent, le deuxième va être à l'infinitif. Ensuite, on a aussi le verbe repousser, qui veut dire que les cheveux vont pousser à nouveau. Donc, repousser. Et peut-être que vous ne connaissez pas la conjugaison au subjonctif, mais c'est la même qu'au présent. Donc, vous l'avez peut-être deviné. On va l'écrire repousse avec ENT, puisque les cheveux, c'est du pluriel. Et voilà Sophie qui prend des ciseaux et qui coupe ses sourcils aussi courts que possible. On a le mot voilà qui est très typique en français, que tout le monde connaît. Attention, on a un accent grave sur le A de voilà. Ensuite, Sophie qui prend des ciseaux. Le verbe prendre, quand on le conjugue à la troisième personne du présent, la terminaison c'est un D muet. Et des ciseaux, c'est du pluriel et ça se termine par un X. Attention aussi au mot court qui a une lettre muette, le T à la fin. Elle se regarde dans la glace, trouve que cela lui fait une figure toute drôle et n'ose pas rentrer au salon. Cette phrase, elle est pas très compliquée, tout est au présent. Encore une fois, attention, on a deux verbes qui se suivent. Elle n'ose pas rentrer au salon. On va donc écrire rentrer, ER, à l'infinitif. Et attention aussi au mot drôle qui prend un accent circonflexe parce qu'on dit bien drôle avec un O fermé. Alors j'espère que ça s'est bien passé. Je suis quand même curieuse. Dites-moi en commentaire quelle faute vous avez fait et combien vous en avez fait. Et est-ce que vous avez bien compris l'histoire? C'est l'histoire de la petite Sophie qui voulait avoir des sourcils plus épais et elle a donc décidé de les couper avec des ciseaux, mais elle trouve ensuite que ça lui fait une figure toute drôle, c'est-à-dire que ça lui fait un visage bizarre et elle n'ose plus rentrer au salon voir sa famille. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les malheurs de Sophie, je vous recommande le livre que vous pouvez lire. Il n'est pas très compliqué, il y a juste du vocabulaire qu'on ne va plus vraiment utiliser aujourd'hui puisqu'il a été écrit à la période du Second Empire. Alors, combien de fautes est-ce que vous avez fait à cette dictée? Dites-moi en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger votre PDF gratuit avec le récapitulatif des points de grammaire et de vocabulaire qu'on a vus aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt.